Je m'intéresse à l'apprentissage des langues, aux outils numériques en priorité, à la pédagogie différenciée, à l'autonomie d'apprentissage, et puis depuis quelques années maintenant donc à l'intelligence artificielle pour favoriser l'apprentissage des langues. Donc voilà, je suis très heureux de vous présenter cette communication autour de l'apprentissage des langues et IA générative, opportunités concrètes et limites à considérer. Ouais. Merci. Donc cette communication sera en 4 temps. Une première sur l'introduction, où je rappellerai quelques éléments statistiques, une brève définition. Hein, je vais essayer de ne pas être trop répétitif par rapport à ce qu'a fait Ismaël juste avant moi. Après, je parlerai de l'IAG au service de l'enseignant des langues. Après, l'IAG au service de l'apprenant. Et enfin, une réflexion sur les enjeux éthiques de l'IAG qui me semble assez incontournable. Alors, quelques éléments définitoires, donc je vais passer rapidement, mais c'était juste pour revenir sur ce qu'a dit un peu plus tôt Ismaël autour de la définition de l'intelligence artificielle de John McCarthy en 1956, qui utilise le terme d'intelligence artificielle pour décrire la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. À l'époque, on parlait de machines intelligentes. Et un peu plus tard, donc en 1968, Marvin Minsky, donc, qui est la citation la plus utilisée aujourd'hui que l'on voit dans les articles scientifiques, c'est la science qui consiste à faire à des machines des choses qui exigeraient de l'intelligence. Déjà, on change, on ne parle plus de machines intelligentes, mais bien des machines qui exigeraient de l'intelligence si elles étaient faites par des hommes. Donc voilà, c'est plus... si on vulgarise, en gros, on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour désigner les algorithmes qui simulent certaines des capacités d'intelligence des êtres vivants. J'aime bien dire simule, donc je reviens souvent sur ces définitions-là, pour démystifier cette histoire d'intelligence artificielle. Donc ces machines ne sont pas conscientes, et ça, il faut en avoir conscience. Alors qu'est-ce qui va faire la différence avec l'IA et l'IA générative? C'est vraiment cette capacité à générer du texte, des images, du son, des vidéos, en réponse à des prompts, comme l'a déjà évoqué Ismaël juste avant. Alors l'IA générative, en quelques chiffres, donc, il ne nous a pas échappé que depuis 2 ans, le nombre d'utilisateurs augmente de manière assez exponentielle. Mais cette augmentation va diminuer à partir de 2027-2028. Et donc, on va arriver à un seuil de... Voilà, alors tout ça pour dire que je reviens maintenant sur des données plus en rapport avec cette journée, à savoir quels chiffres donc, sont utilisés, quelles sont les statistiques au niveau du contexte du secondaire. Donc 79% des lycées, alors c'est une étude qui a été réalisée par les cahiers pédagogiques en mars 2025, donc très récente, auprès de 3000 apprenants. Donc je me suis permis de réutiliser cette étude pour contextualiser ma communication. Donc 79% des lycéens et 59% des collégiens ont déjà utilisé l'IA pour leurs travaux scolaires, donc ce qui m'a semblé quand même assez important de rappeler. 2 tiers d'entre eux pensent savoir utiliser l'IA et surtout comprendre son fonctionnement. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'étais assez surpris de voir qu'ils arrivaient à comprendre son fonctionnement, parce que ça reste encore opaque pour moi parfois. 75% d'entre eux l'utilisent principalement pour effectuer des recherches. Et enfin, donc 2 tiers d'entre eux l'utilisent pour la traduction et pour la conversation, ce qui nous intéresse tout particulièrement quand on est enseignant de langue comme moi. Alors, le taux d'utilisation de l'IA générative par tranche d'âge, donc ça c'est une enquête Ipsos, qui me semblait intéressant aussi de vous montrer, où on voit bien que c'est quelque chose d'assez générationnel, hein, avec donc les 18-24 ans qui l'utilisent à près de 75%, et plus on avance dans l'âge, et plus ça diminue. Et ça expliquerait peut-être pourquoi seuls 20% des enseignants utilisent l'IA dans leur classe. Donc c'est une donnée qui a été donnée par la ministre de l'Éducation nationale récemment. Et donc voilà, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces 20% ou pas. Donc voilà, je passe maintenant à enseigner avec l'IAG. Comment et avec quels outils, concrètement? Alors quel rôle va avoir l'IAG pour l'enseignant? Donc il va avoir tout d'abord un rôle d'assistant pédagogique, qui va lui permettre de créer du contenu pédagogique voilà, pour ses classes. Il va aussi avoir un nouveau rôle comme pour proposer des projets pédagogiques qui n'étaient pas possibles avant l'IAG, donc on en parlera aussi. Et enfin, l'IAG comme un élément d'une culture numérique à enseigner. On parle de littératie numérique, littératie AI, littératie, c'est développer une pensée critique et éthique autour de l'usage de l'intelligence artificielle.
qui me semble très important de développer dans les classes. Alors quels outils? Donc Ismaël en a présenté quelques-uns. Donc je reprends une IA par jour. Donc vous voyez, il y en a là dans cette image, il y en a 35. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était la classification de ces images. Donc il y en a en éducation, spécifique pour l'éducation. Il y en a donc les textes et chatbots. Donc ça, on va en parler juste après. Vous avez aussi pour l'analyse de documents, des outils spécifiques pour la présentation, pour générer des quiz, des flashcards. Vous avez aussi pour la voix, la musique, les images, le son, la vidéo, etc. Alors un chatbot, c'est quoi? Donc les chatbots existent depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez si vous avez déjà interagi avec un chatbot de la SNCF, par exemple, il y a quelques années. J'en garde des souvenirs assez douloureux. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un autre paradigme. Donc le chatbot, c'est un agent conversationnel, un programme informatique qui simule une conversation avec un ou plusieurs humains via des échanges textuels ou vocaux. Alors aujourd'hui, il repose donc sur le machine learning, etc. Et donc on a des réponses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on avait auparavant. Alors quel chatbot? Je vais revenir rapidement. Donc vous connaissez certainement ChatGPT, c'est le plus connu d'OpenAI. Ensuite, il y a eu Gemini donc de Google, Copilot avec Microsoft. Il y en a qui sont un petit peu moins connus, mais que je trouve très intéressant aussi. Perplexity, qui permet de citer les sources. Donc ça vous permet de voir un petit peu d'où provient l'information que vous avez récupérée. Ensuite, donc il y a Claude qui s'est identifié comme un assistant IA conçu par Anthropic, formé pour être sûr, précis et sécurisé, et qui présente beaucoup moins d'hallucinations. Donc ça aussi, c'est un autre outil intéressant. Bien sûr, DeepSeek, hein, donc l'IA chinoise donc, qui est arrivée récemment. Et donc Mistral, bien sûr, Mistral, le chat, notre IA française donc, qui présente de nombreux avantages aussi. Alors, une petite donnée statistique. Quand on demande aux Français quelles IA ils connaissent, ou en tout cas lesquelles ils ont l'habitude d'utiliser, on remarque que c'est quand même ChatGPT à 66% qui est le plus utilisé. Et puis très rapidement, on descend avec Gemini, Copilot, etc. Et donc j'étais un petit peu triste d'observer que Mistral AI est utilisé qu'à 6% en France, donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Alors, donc, Ismaël en a rapidement parlé aussi. Comparia, donc c'est un outil qui permet de comparer deux IA. Et donc, bon, moi, j'ai posé la question sur quels sont les modèles qui utilisent le plus qui consomment le plus d'énergie. Donc, on va donc choisir entre le modèle A et le modèle B, lequel on préfère. Et donc, ce que je trouve très intéressant avec Comparia, en plus le fait de pouvoir comparer deux IA sans avoir à se connecter, sans avoir à créer de compte, sans avoir à donner ses données personnelles, donc ça c'est quand même un élément important, c'est qu'on va pouvoir aussi calculer l'empreinte écologique des requêtes. Donc là, par exemple, avec Mistral, on est à 6 minutes pour la même question contre 43 minutes pour une vidéo en ligne, ou 1 heure avec une ampoule LED contre 7 heures. Donc cette IA a consommé 7 fois plus pour donner la même réponse quasiment. Donc ça c'est intéressant, notamment lorsque vous l'utilisez avec des collégiens ou lycéens. Pas besoin de créer de compte et voilà. Alors mais que peut-on demander en tant qu'enseignant de langue à un agent conversationnel à votre avis? Donc je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui veut répondre. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à une IA dans un chatbot quand on est enseignant? Échanger, faire une conversation, très bien, ouais. Non? Préparer des cours? Ouais. Préparer des contrôles? Comment? Where is Brian? Ouais, on peut lui demander Where is Brian? Effectivement, bon. Du coup, on va pouvoir lui demander beaucoup de choses. Effectivement, créer des évaluations, des contrôles, etc. Alors moi, en tant qu'enseignant de langue, donc je repars un peu sur des concepts un peu spécifiques à mon domaine. Donc on travaille généralement avec un document écrit ou oral qui va nous permettre d'accéder au sens. D'accord. Et ensuite, on va travailler sur le fonctionnement de la langue. Donc, typiquement, si vous avez un texte au passé, on va travailler ensuite sur des activités de compréhension. Ensuite, on va travailler sur le passé composé. On va donner des exercices sur le passé composé. Après, on va leur demander de produire quelque chose au passé.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander à l'IA? On va pouvoir lui demander de nous préparer, par exemple, un document écrit sur une thématique qui nous intéresse, avec du passé composé, etc. On va pouvoir lui demander de nous préparer nos questions sur ce texte-là. On va pouvoir lui demander aussi de nous générer des exercices en lien avec la thématique qu'on a travaillée, et aussi de nous donner des sujets de production écrite ou de production orale, etc. Voilà, donc... mais pour ça, il va falloir donc travailler ce qu'on appelle le prompt. Donc, on parle d'art du prompt. C'est une consigne donc qu'on va donner à l'IA, qu'on appelle aussi des requêtes en français. Alors, il y a je fais un petit clin d'œil à l'atelier 6 qui aura lieu cet après-midi, qui travaille justement sur l'IA, sur le prompt de l'IA. Donc, vous pouvez aussi penser à demander à un chatbot: je voudrais demander un exercice comme celui-ci, est-ce que tu peux me proposer un prompt pour pouvoir générer des activités? Et il va vous proposer un prompt que vous pourrez réutiliser aussi. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Alors en général, on nous demande, il est important d'indiquer l'objectif clairement, de fournir un contexte détaillé, d'être précis et structuré, donc ça paraît assez évident. Donc on lui propose aussi, on indique aussi les contraintes. Par exemple, je veux une activité de 20 minutes. Autre point très important, lui donner des exemples. Si jamais vous avez des exercices que vous voulez répéter, pensez à lui donner un exemple et il fera un travail beaucoup plus intéressant. Donc vous pouvez aussi inciter l'IA à vous poser des questions. Par exemple, si jamais il manque des informations pour pouvoir générer ma leçon comme je le souhaitais, n'hésite pas à me poser des questions pour que je puisse alimenter le prompt. Voilà. Pensez à tester, ajuster. Vous pouvez toujours revenir en avant pour retravailler le prompt sans avoir à refaire de nouveaux prompts, parce que à chaque fois que vous vous éloignez du prompt initial, il va perdre en information. Donc ça aussi, c'est un point important. Et une dernière astuce, vous pouvez lui demander de créer un personnage et vous pouvez dire voilà, agis comme un enseignant d'anglais au collège qui enseigne en 6e, ça va vous faire gagner du temps. Alors, et pour l'évaluation, donc là, on aborde des sujets un peu plus éthiques. Donc, l'atelier 5 en parle cet après-midi, j'ai pu le voir. Donc, générer des évaluations, il y a une personne qui en a parlé tout à l'heure. Donc, imaginez, vous travaillez sur ces doubles pages d'un manuel en anglais de collège, et vous lui dites, ben voilà, j'ai fait ça cette semaine, j'aimerais faire une évaluation. Donc, vous lui donnez une capture d'écran, hop, donc c'est ce que j'ai fait ici, et vous lui demandez 4 exercices, et de suite, vous avez les 4 exercices en quelques secondes. Alors après, il faut les retravailler, c'est jamais parfait. On dit souvent, quand vous avez vérifié une réponse de l'IA, revérifiez, et quand vous avez vérifié 2 fois, vous revérifiez une dernière fois. Donc c'est vraiment pas fiable à 100%. Il ne faut pas hésiter à revérifier. Corriger une copie d'apprenant, donc c'est juste pour vous donner un exemple. Donc là, c'est une copie en français langue étrangère de niveau A2. Donc si je lui donne cette photo-là, il va être en mesure donc voilà, le prompt que j'ai fait ici, c'est: je suis enseignant, je voudrais que tu identifies les erreurs de mon élève en gras et que tu lui donnes des indices pour l'aider à se corriger lui-même. Donc, il va indiquer toutes les erreurs en gras en indiquant des indices. Par exemple, je suis allé à la fête de Stéphane, il faut utiliser la préposition qui indique le lieu où tu es allé. Donc voilà, ça va permettre de travailler différemment. Donc il faut toujours vérifier ici aussi quand vous êtes enseignant, et de proposer ensuite une deuxième correction avec: maintenant corrige les erreurs et propose des exercices de remédiation à mon élève adaptés à son niveau A2. Donc là, il corrige le texte et il va lui proposer des exercices de remédiation en fonction des difficultés qu'il aura eues dans sa copie. Alors, donc ça, c'était vraiment pour l'aspect évaluation, mais quels outils et pourquoi faire? Donc, c'est vrai que ces outils nous permettent maintenant de repenser aussi peut-être notre manière d'enseigner. Donc, vous connaissez peut-être ce modèle SAM. Donc, c'est un modèle d'intégration du numérique qui passe par 4 étapes. Donc, le premier, c'est un outil de substitution. La technologie est un substitut, il n'apporte pas de changement fonctionnel, c'est juste plus pratique. C'est par exemple écrire sur un papier ou utiliser un document Word. Une augmentation, la technologie est un substitut, mais apporte une amélioration fonctionnelle. Donc là, dans ce que je vous ai montré précédemment, il y a des choses qui sont vraiment de l'augmentation. Modification, la technologie permet une refonte significative de la tâche. Et enfin, redéfinition, la technologie permet la création de nouvelles tâches auparavant inconcevables. Et donc là, on va vraiment se situer sur cette redéfinition avec certaines tâches qu'on va pouvoir proposer à nos étudiants qui étaient inconcevables auparavant.
Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples, mais il en existe bien sûr plein d'autres, ce n'est pas du tout exhaustif. Donc, vous avez des outils qui vous permettent de créer des images et comment vous allez pouvoir les utiliser en classe. Alors, il y a différentes manières. Donc, moi, par exemple, j'avais demandé des enseignants, à mes apprenants, d'écrire l'école de tes rêves dans un prompt structuré en anglais. Et donc, ils produisent l'école de leurs rêves et après, ils doivent la présenter au reste de la classe. Ils peuvent travailler, alors en bas, vous pouvez voir tout ça en anglais. Et donc, ils pratiquent l'anglais. Donc, sur le travail sur l'image, il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez projeter une image, vous pouvez leur demander de réaliser un prompt qui soit le plus près de l'image, comparer les images, celui qui trouve l'image la plus proche, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, donc, il y a d'autres outils comme Autodraw. Donc ça, c'est plus pour peut-être les plus petits qui reconnaissent des images quand vous dessinez au tableau. Des outils de création de sons et de vidéos. Donc, il y a Suno, Agen, Vidnoise. Alors, je vous ai fait un petit exemple d'une chanson. Donc, à partir d'un petit prompt comme celui-ci, hein, I would like a reggaeton-style song to help me practice irregular verbs in the past simple, preterite in English. Donc voilà, il m'a généré une chanson avec donc que des verbes au passé. Et donc, je lui ai demandé donc, avec un style reggae. Donc, je l'ai faite. Donc, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que ça produit. Donc, voilà, on a l'impression que ça pourrait être une chanson complètement vraie. Et donc, les apprenants s'amusent à générer, par exemple, ce genre de chansons. Ils peuvent les apprendre, ils peuvent les comparer. Ça peut être soit l'enseignant qui crée ce type de chanson adapté au lexique vu... pardon, je vais passer parce que... Hop. Ils peuvent s'adapter pardon, donc ils peuvent adapter la chanson à ce qu'ils sont en train de voir en classe. Il peut travailler sur, on l'a vu tout à l'heure dans l'unité didactique, il va pouvoir travailler sur des documents audio adaptés à un contexte dans lequel vous voulez les faire travailler. Et enfin, il peut faire aussi des concours. Celui qui fait la meilleure chanson, ils doivent les lire, etc. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Vous avez aussi la possibilité de générer des vidéos. Donc là aussi, on peut imaginer tout un tas de projets pédagogiques où les apprenants vont générer des vidéos soit avec des avatars, soit avec, avec leurs propres images pour présenter par exemple leur collège, leur région, leur ville, etc. en anglais ou en une autre langue bien sûr. Ensuite, vous avez tout ce qui est support de présentation. Donc là aussi, je pense que si vous faites faire des exposés à vos élèves, etc., vous verrez qu'ils utiliseront certainement de plus en plus ce genre d'outils. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, effectivement, vous écrivez « Je voudrais une présentation sur les gestes écologiques à adopter ». Bon, c'est vrai qu'en quelques secondes, il vous propose une présentation avec une dizaine de diapositives, avec des illustrations et qui valent ce qu'elles valent. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de les faire travailler avec eux pour les améliorer, pour voir les limites aussi de ces outils, puisqu'on peut voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et de toute façon, ils vont l'utiliser, donc autant les accompagner vers cette utilisation-là, pour qu'ils l'utilisent de manière critique. Ensuite, cet outil qui permet de faire des bandes dessinées. Donc c'est vrai que dans l'apprentissage des langues, c'est intéressant pour retracer, raconter des histoires, etc. ou pour les faire jouer sur des histoires. Donc ici, c'est un outil qui ne demande pas d'inscription. Donc c'est intéressant aussi. Vous écrivez ici le prompt. Donc vous avez différents styles, hein, American, Franco-Belgium, etc. Et vous allez obtenir des bandes dessinées. Donc ça, c'est des productions de mes élèves qui peuvent être voilà, intéressantes aussi. Des choses qui étaient complètement impossibles à faire auparavant. Voilà, alors tout ça, ça a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Donc, alors les avantages que j'ai pu, bien sûr, identifier, c'est le gain de temps. Hein. Donc ça, je pense que tout le monde en est conscient, même si des fois, on a l'impression d'en perdre un petit peu. La différenciation, elle peut être facilitée. J'ai vu qu'il y avait 2 ateliers qui en parlaient cet après-midi. Donc on l'a vu aussi dans la correction des copies. On va pouvoir proposer quelque chose de quand même beaucoup plus complet. L'engagement des apprenants. À travers notamment l'inspiration pour de nouveaux projets pédagogiques. Quand vous leur proposez de créer des chansons, etc., vous allez voir qu'ils vont être quand même très intéressés. Alors, il y a d'autres inconvénients, hein, la protection des données que vous allez utiliser, bien sûr. Donc, Ismail en a parlé, la nécessité de formation continue, de vous former en tant qu'enseignant, des risques de contenu inapproprié et bien sûr le risque de dépendance. Donc, on en parlera après dans les aspects éthiques. Voilà. Et le coût financier qui peut s'avérer élevé.
Alors, même si c'est gratuit, en général, c'est jamais gratuit. Donc, si c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Maintenant, apprendre avec l'IAG. Donc, on va se positionner en tant qu'apprenant. On va essayer d'oublier qu'on est des enseignants. Et comment on va pouvoir accompagner les apprenants pour qu'ils personnalisent leur parcours. Alors déjà, donc l'IA va pouvoir jouer un rôle de tuteur. Il va pouvoir accompagner l'apprenant dans son apprentissage. Il va avoir aussi, ce sera un outil aussi qui va lui permettre de développer son autonomie d'apprentissage. Et enfin, donc, c'est aussi un élément d'une culture numérique à maîtriser pour lui, pour son futur, pour plus tard, pour aussi d'autres domaines d'études. Alors voilà, l'autonomie d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette capacité qu'a un apprenant à prendre en charge son propre apprentissage. D'accord? Et cette capacité, elle n'est pas innée, hein, elle s'acquiert avec le temps, et le plus souvent de manière formelle, et c'est pour ça qu'il faut leur apprendre à apprendre. Et je pense que c'est même une des missions principales de l'école, c'est apprendre aux apprenants à apprendre par eux-mêmes. Et donc voilà, le chatbot va peut-être être une opportunité nouvelle aussi pour les aider à développer tout ça. Alors, qu'est-ce que peut demander un apprenant à un chatbot? Donc, je vais répondre directement. Donc, agis comme, donc pour faire des conversations, comme on l'a dit tout à l'heure. Rédige-moi un texte. Pose-moi des questions. Donc, s'il veut jamais, il veut travailler, par exemple, réviser quelque chose. Discutons d'eux. Donc, en anglais, ça peut être intéressant dans des langues. Aide-moi à améliorer ma prononciation. Donc là, c'est vraiment si vous arrivez à échanger avec certains chatbots à l'audio, avec des audios. Propose-moi des activités, corrige mes erreurs, donne-moi des idées, explique-moi la grammaire. D'accord ? Parfois, ils ont des difficultés. Vous ne pouvez pas répondre à tous en même temps. Voilà. Donc, nous, par exemple, à l'université, on a beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés très différentes, des classes très hétérogènes. Propose-moi de nouvelles stratégies d'apprentissage ou encore évalue mes progrès. Voilà, donc pour tout ce qui est auto-évaluation. Donc là, on pourrait imaginer un apprenant, voilà, je suis apprenant de FLE, de niveau A2, corrige toutes mes erreurs sans les corriger, mets-les en gras. Et donc là, je répète, donne-moi mon texte sans corriger les erreurs, c'est important, mets les erreurs en gras, parce que l'IA, même si on lui demande de ne pas corriger, il a tendance à corriger pratiquement tout le temps. Donc il faut vraiment répéter plusieurs fois pour ne pas qu'il corrige. Mais tout ça, c'est quelque chose que les apprenants n'auront pas le réflexe de faire. Ils vont lui demander « corrige mes erreurs » et il lui donne un texte parfait. Et ça, ce n'est pas intéressant d'un point de vue pédagogique. Donc c'est intéressant aussi de les accompagner dans ce processus. Alors là, c'est un exemple intéressant. Il manquait des erreurs. C'est-à-dire que l'IA n'avait pas détecté toutes les erreurs. Donc ça peut être aussi un élément limitant. J'ai vu aussi des cas où il corrigeait mal des erreurs, où il avait identifié de fausses erreurs. Enfin bon, voilà, en fonction du contexte, il peut se tromper. Et donc c'est vrai que quand on les laisse seuls avec ces outils-là, il n'y a personne pour vérifier derrière, ça peut poser problème. Voilà, donc là, il lui demande des exercices de remédiation adaptés à son niveau et il lui propose des exercices. Alors, pratique de l'oral, il y a souvent dans les certifications en langue, on demande, il y a une épreuve d'interaction orale, donc il peut s'entraîner. Il peut dire, est-ce que tu veux bien jouer le rôle de l'examinateur? Voilà les sujets que je vais avoir pour mon examen ou des sujets blancs. Je voudrais m'entraîner. Et donc là, l'IA va pouvoir lui proposer une aide à ce niveau-là aussi. Alors, il existe différents types d'outils, effectivement, avec quels IA, quels GPT travailler. Donc, il y a Mizu, qui est un outil spécialisé pour l'éducation. Il est même adapté donc, pour les middle school, donc en anglais. Vous avez aussi pour l'école primaire, le lycée. Et le gros avantage de cet outil, c'est qu'il a une protection des données. Ils n'ont pas besoin de créer de compte. Et vous pouvez vérifier tout ce qu'ils écrivent. Donc vous avez un regard sur l'historique, etc. L'autre avantage, c'est que donc ils n'ont pas besoin de créer de compte. Voilà, donc ils présentent tout un tas d'avantages. Un outil spécifiquement dédié à l'apprentissage des langues, il y a LinguaTalk, qui est intéressant aussi. Donc vous allez avoir un chatbot, mais qui est vraiment spécifique pour l'apprentissage des langues. Et donc là, il va lui proposer de jouer des rôles, ici aussi, d'expliquer quand vous faites des erreurs, il vous corrige, vous pouvez discuter avec, etc. Voilà. Ensuite, donc, maintenant, je vais faire quelques petites recommandations sur comment aborder ça en classe. Donc,
Moi, je mets en place des séances apprendre à apprendre. Donc, en fait, c'est juste des petits moments où on discute des usages des uns des autres. Qu'est-ce que vous utilisez? Quel outil? Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, donc ça, ce sont des moments intéressants d'échange. Donc, il y a aussi des espaces de partage en asynchrone. Donc, je sais que parfois, au collège, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, sur des forums, etc., des Discord, des groupes WhatsApp. J'invite aussi les apprenants je vous invite aussi à les former à utiliser des prompts efficaces, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Plutôt que de lui demander de corriger un texte, je lui demander d'identifier les erreurs pour lui permettre ensuite de se corriger. Voilà, donc tout ce travail-là, c'est, je pense, à mon avis, à l'enseignant de l'accompagner dans ce processus d'apprentissage. Alors les avantages et inconvénients pour les apprenants, bon, il y a cette interactivité, hein, puis on a un résultat tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre quand on a produit quelque chose que le prof nous corrige la semaine d'après, où on a presque oublié déjà ce qu'on avait écrit. Il y a cette possibilité de développer l'autonomie, on peut plus prendre en charge son apprentissage, on est moins dépendant de l'enseignant quelque part. Il y a un apprentissage personnalisé en fonction de ses propres erreurs, ses propres difficultés. On peut même imaginer qu'il va s'adapter à notre profil d'apprentissage, c'est-à-dire comment on aime apprendre, ce qui fonctionne pour nous. On est tous différents à ce niveau-là. Accès à des ressources très variées. Voilà, et inspiration pour de nouvelles idées. Au niveau des inconvénients, donc protection des données une nouvelle fois, je le rappelle à chaque fois, réduction des interactions humaines. Donc ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu triste quand on sait que, par exemple, les écoles réalisent souvent des tandems pour pouvoir discuter avec un autre pays. Voilà, c'est vrai que si on abandonne le tandem parce qu'aujourd'hui on peut échanger avec une IA, ça sera vraiment triste. Maintenant, si l'IA est complémentaire avant justement le tandem, là, ça devient très intéressant. Inégalité d'accès aux ressources technologiques, risque de dépendance technologique, ça aussi je vais vous le montrer après, j'ai quelques témoignages qui sont assez effrayants à ce niveau-là. Voilà, donc je passe maintenant aux aspects éthiques de l'IA, donc je vais passer sur certains points un peu plus rapidement. Il y a l'atelier 4 qui en parle cet après-midi, donc je vais essayer de ne pas tout spoiler sur l'atelier. Donc quelques chiffres, donc c'est sur la même étude des cahiers pédagogiques que je vous ai montré précédemment, que je trouvais intéressante. Donc pour toi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'utile pour les études. Donc là, on voit qu'il y a plus de 60% des collégiens et lycéens qui estiment que c'est utile. Ensuite, c'est quelque chose que tu sais bien utiliser. Donc là aussi, on est au-dessus de 60%, on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant ? Et là, on voit que pour 45% des collégiens et 60% des lycéens, ils trouvent que c'est quelque chose d'inquiétant. Alors voilà, il y avait quelques verbatims, j'en ai sélectionné 3 donc, que je trouvais intéressant de vous partager. Donc le premier, c'est assez effrayant de se dire qu'on n'a presque plus besoin de réfléchir par nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on va s'abrutir, mais en même temps, c'est tellement pratique et on est en plein dedans. Voilà. Le deuxième, même si j'utilise l'IA quotidiennement, j'admets que c'est mauvais, car je ne peux pas faire mes devoirs sans, ça peut même devenir malsain. Donc, vous voyez le problème de la dépendance dont on parlait précédemment. Et enfin, un dernier commentaire, un impact écologique affreux, le vol de données des utilisateurs de réseaux sociaux plus des artistes. Donc ça, quelque part, c'est un lycéen donc de terminale qui a déjà pris conscience de ces enjeux éthiques, et donc c'est plutôt positif. Alors, donc je ne reviendrai pas sur tous ces aspects-là. Ismail en a parlé. Donc, les données, biais équité, tous ces problèmes d'hallucination. Quand vous avez vu, si je donne une copie qui corrige mal, donc on va fossiliser des erreurs. Donc, ça peut être contre-productif finalement. Donc, là aussi, c'est une limite importante à prendre en compte. L'authenticité. Donc, on parle aussi de plagiat, mais est-ce que c'est vraiment du plagiat? Quand vous donniez des travaux à réaliser à vos apprenants, à la maison, aujourd'hui, vous ne savez plus si c'est fait par l'IA ou pas. Alors, il existe des détecteurs d'IA, super, sauf qu'on se rend compte rapidement. Donc, moi, c'était un résumé pour un colloque auquel j'avais répondu. Je l'ai fait passer dans le détecteur d'IA. Je l'avais tout écrit. Il a détecté 66% d'IA. J'étais un petit peu surpris. Et surtout, vous voyez ici, par exemple, c'est une citation en fin de bibliographie, et il l'a détectée comme si elle avait été réalisée par de l'IA, alors que vraiment, là, pour le coup, ça ne pouvait pas être généré par de l'IA. Donc, il vous annonce toujours, notre détecteur est perfectionné,
mais aucun détecteur n'est fiable à 100%. Donc là, je m'en suis rendu compte. Et quelle que soit la précision annoncée, n'utilisez jamais la détection d'IA comme seule pour prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur la carrière ou les résultats scolaires d'une personne. Voilà, donc ça vous annonce un peu la couleur. Et surtout, aujourd'hui, il existe de nombreuses façons éprouvées d'humaniser le texte de l'IA. Donc en fait, s'ils produisent avec l'IA, qu'ils rentrent dans ces outils-là, il n'y a plus aucun moyen de détecter. Donc je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de vérifier s'ils l'ont utilisé. Ce qui peut être intéressant, c'est plutôt d'évaluer différemment, peut-être plus sur de l'oral, peut-être si vous faites des travaux écrits, vous voulez être vraiment être sûr que ce soit eux qui les ont faits, faites-les en classe. Enfin, voilà, il y a d'autres manières de travailler. Sur les droits d'auteur, donc on en a parlé auparavant. Au niveau écologique, donc là aussi, comme Ismaël, je pense que j'ai trouvé cet article qui date un peu plus d'une semaine. Dopé par l'IA, la demande d'électricité pour les centres de données devrait plus que doubler d'ici à 2030. Selon l'Agence internationale de l'énergie, à cette échéance, les data centers nécessiteront un peu moins de 3% de l'électricité mondiale, soit la consommation totale d'électricité du Japon aujourd'hui. Donc c'est assez effrayant. Et en même temps, dans le même article, on a cette citation aussi, donc des effets paradoxaux. L'IA pourrait transformer, donc je démarre ici, transformer le secteur de l'énergie au cours de la prochaine décennie en faisant exploser la demande d'électricité des centres de données dans le monde entier, tout en offrant des possibilités considérables de réduction des coûts, d'amélioration de la compétitivité et de réduction des émissions. Donc voilà, on ne sait pas trop où on va à ce niveau-là, donc il faudra rester assez ouvert à ce qui va se passer. Et au niveau de la dépendance, on l'a vu, les étudiants qui l'utilisent tout le temps et qui savent mal l'utiliser finalement deviennent dépendants, donc il faut leur apprendre à l'utiliser de manière raisonnable et éthique. Donc moi je suis assez impatient et curieux de voir qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles générations, ceux qui vont vraiment grandir avec ça, pour voir si ça a un impact sur les facultés cognitives de nos apprenants. Voilà, donc on a parlé d'ouvrages de l'UNESCO. Moi, je vous parle rapidement de celui-ci, l'intelligence artificielle dans l'éducation, l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un ouvrage très intéressant aussi pour voir comment l'aborder en classe. Voilà. Donc, ma dernière recommandation, ce sera celle-là. Former et accompagner à une utilisation raisonnée et éthique de l'intelligence artificielle générative de vos élèves. Ils l'utilisent déjà. Donc autant l'utiliser avec eux pour pouvoir leur montrer comment l'utiliser convenablement. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je terminerai sur cette citation.